Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Et si on apprenait l'économie dès l'école primaire? En tout cas, c'est ce que préconisent les deux invités que l'on reçoit en première partie de l'émission. Lisa Kamenirsig, professeure des écoles, et Pierre Robert, économiste. Ils sont nos invités dans un instant. Comment mieux apprendre ces cours de philo? Il existe désormais un podcast pour vous apprendre à réviser alors que le bac approche. Ça s'appelle Bac de philo et on reçoit son fondateur en deuxième partie d'émission. Enfin, comme tous les vendredis, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et justement, ils vont nous parler de ce qu'ils font de leur temps libre. Vous verrez. Mais tout de suite, place à notre question du jour. Comment parler d'économie aux enfants dès le primaire? C'est tout de suite. Alors, quelle place à l'économie dans l'éducation de nos enfants? Justement, on va en parler avec Lisa Kamenirsig. Bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes venue plusieurs fois sur ce plateau. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Vous Merci. êtes enseignante et chroniqueuse également. Et j'accueille Pierre Robert, première fois sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour Virginie. Merci, vous êtes économiste. Vous avez écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, Fâché comme un Français avec l'économie. Évidemment, le titre interpelle. Je vous interrogerai juste après là-dessus parce que Fâché comme un Français, forcément, je me dis, est-ce que c'est seulement nous? À l'heure où les questions économiques occupent l'essentiel du débat, vous publiez donc une tribune tous les deux dans le Figaro qui s'intitule « Et si on apprenait l'économie à l'école ?» Ça veut dire quoi? Est-ce qu'au lycée, c'est déjà trop tard? Il n'y a plus rien qui se passe au lycée? Pierre Robert. En fait, quand ils arrivent au lycée, il s'est déjà passé bien des choses. Et souvent, ils arrivent avec en tête pas mal de clichés et surtout un manque de base. Ne serait-ce que dans la compréhension des mécanismes logiques. Par exemple, ce que nous illustrons dans l'article, la confusion très fréquente entre corrélation et causalité, qui est source de multiples erreurs et de pas mal de désinformation. Oui, alors justement, vous dites, si la majorité des Français s'appauvrit, c'est parce que les riches s'enrichissent. Si Bernard Arnault s'enrichit et que la situation des plus défavorisés se dégrade, il doit bien y être pour quelque chose. Voilà l'exemple même d'une causalité fallacieuse, selon vous deux. Tout à fait. C'est l'un des exemples et il est vrai qu'on associe très souvent deux événements, deux faits. On les rend l'un la conséquence de l'autre ou l'un la cause de l'autre sans autre raison qu'ils cohabitent ou qu'ils coexistent dans l'actualité. Et c'est là qu'on peut travailler avec les enfants sur des raisonnements logiques, des syllogismes. Le syllogisme n'est pas du tout enseigné à l'école. On rappelle ce que c'est qu'un syllogisme. Alors, un syllogisme, c'est un raisonnement en trois parties qui permet de déduire des deux premières parties, ce qu'on appelle les prémices, la dernière partie. Alors, j'ai pas d'exemple en tête. Il y en a un très connu sur les Grecs. Oui. Vous le connaissez? Je ne pas en tête. C'était pas une colle que je vous posais. En tout cas, c'est une façon de redire que les thèmes essentiels, finalement, doivent être abordés dès la plus petite classe. Je pense aussi, par exemple, au raisonnement logique qui est lié à l'enseignement de la grammaire ou du latin. Le latin, on ne s'enseigne quasiment plus à l'école. La grammaire est très mal enseignée. Et il y a une logique dans la grammaire et dans le latin qui passe automatiquement quand on les enseigne bien, mais qui ne passe plus puisqu'on les enseigne plus ou on les enseigne mal. Je pense aux connecteurs logiques. Par exemple, les enfants ne connaissent pas forcément le sens du mot « comme », dans le sens en même temps que. Parce que dans la littérature actuelle, c'est plus très utilisé, parce qu'on n'enseigne plus systématiquement le sens des connecteurs logiques, etc. Donc la logique qui devrait passer dans l'enseignement du français, c'est-à-dire en grammaire, du latin, mais ça ne s'enseigne quasiment plus, des mathématiques, dans les problèmes de logique, des problèmes sans nombre. On peut faire de la logique très petit, puisque on peut poser aux enfants des problèmes sans nombre. Et l'économie peut s'enseigner sans nombre. Donc il y a plein de façons en fait de faire de la logique pure aux enfants sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est plus très enseigné aujourd'hui, ce qui fait qu'on aboutit à cette confusion entre corrélation et causalité, mais aussi à d'autres aberrations mathématiques comme l'incapacité à calculer des pourcentages, à utiliser des fractions, à confondre une courbe exponentielle et une courbe géométrique. On parlait du culte du cargo aussi, qui est c'est une confusion entre la corrélation et la causalité. Tout ça, ça a des conséquences après, puisque ces gens-là, finalement, ces enfants-là deviennent un jour journalistes, hommes politiques, ils prennent des décisions qui nous engagent tous. Et
puis citoyen, tout simplement. On va revenir à la base, justement. On disait que le lycée, effectivement, c'est trop tard, à l'instar, par exemple, du français ou de la littérature. Eh bien, pour pouvoir, justement, faire une dissertation, on a besoin de maîtriser, effectivement, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe. Là, il faudrait, justement, maîtriser les grands principes de l'économie, en tout cas, les bases. Si on prend, par exemple, l'école primaire, d'accord, jusqu'à CM2, qu'est-ce qu'on pourrait enseigner aux élèves sur les bases essentielles de l'économie, Pierre Robert? Donc Lisa a très juste raison, souligner l'importance de poser un socle solide de raisonnement dès le primaire. Parce qu'ensuite, ça va permettre tout au long du cursus scolaire de progresser et de grandir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait enseigner? Bien, déjà un certain nombre de mécanismes logiques. Par exemple, enseigner aux enfants de se méfier des pièges de l'extrapolation. J'ai un exemple en tête. En 1968, un savant respecté de l'époque, qui s'appelle Paul Ehrlich, publie un livre grand public qui s'appelle La bombe population. Et dans ce livre, il annonce, en prolongeant les tendances du passé, que dans les 10 ans à venir, il va y avoir une famine épouvantable qui va faire des dizaines de millions de morts. Derrière ce raisonnement, il y a une erreur logique qui consiste simplement à prolonger les tendances du passé. D'ailleurs, on trouve la même erreur chez un auteur comme un grand économiste, comme Malthus. Les économistes eux-mêmes peuvent se faire piéger. Malthus, partant des chiffres du passé, annonçait qu'il y allait y avoir effectivement un manque de ressources sur Terre, parce que la population progressait selon un rythme géométrique, 2, 4, 8, 16, 32, etc., alors que les ressources, au mieux, progressaient selon un rythme arithmétique. 1, 2, 3, 4. Donc dans ce raisonnement, il ne tenait pas compte du tout du progrès technique, par exemple. Et on retrouve la même erreur chez Ehrlich et chez bien d'autres. Parce que Malthus est enseigné aujourd'hui au lycée dans les manuels scolaires. Malthus, mais justement... Tout comme Keynes, tout... Bien enseigné, ce serait montrer en quoi il s'est trompé. Voilà. Donc Malthus, par certains aspects, est toujours considéré comme un économiste précurseur, notamment par Keynes. Keynes dit oui, il avait bien vu que les choses importantes se passent du côté de la demande et non pas de l'offre. Et ça, c'est un aspect de la pensée de Malthus qui est toujours mis en avant par les professeurs des sciences économiques et sociales. Mais en revanche, l'autre aspect, on dit oui, là il s'est un peu trompé, quoi. Donc l'extrapolation, c'est quelque chose... L'extrapolation, en tout cas pour les élèves de jeune âge, de petite classe, peut-être tout simplement expliquer effectivement l'offre et la demande, tout simplement, déjà. L'offre et la demande qui permettent de fixer des prix. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte après, mais pour des petits, c'est déjà bien. La valeur ajoutée. À quoi sert le travail finalement? Je sais pas, on prend la fable le laboureur et ses enfants. La morale de la fable dit finalement ce qui compte, c'est le travail. C'est ça qui fait qu'on fait prospérer une famille, donc on peut extrapoler, pour le coup on peut extrapoler, ça fait prospérer un pays aussi. Sans rentrer dans les notions politiques, parce qu'après on pourrait rentrer effectivement dans les notions communistes ou autres, ce qui se passe, sur la notion de travail, la notion de labeur, ce qui se passe, c'est que décriées. La mainmise politique sur l'enseignement des sciences économiques et sociales, puisque c'est bien là le problème, de toute façon elle se produit après, au lycée. C'est-à-dire que la matière qu'on appelle SES est enseignée sciences économiques majoritairement, sciences économiques sociale, est majoritairement enseignée par des gens qui ont une obédience économique et politique, qui pensent que Keynes a toujours raison. Et finalement... ou Marx. Ou Marx, ou Bourdieu. Ou Bourdieu. Puisqu'on enseigne aussi donc, des sciences économiques et sociales. Ça a été pointé d'ailleurs il y a une quinzaine d'années, je crois, par M. Darcos, qui donc à l'époque était ministre de l'Éducation nationale, qui a demandé un rapport sur le sujet, le rapport Guenry, qui a été vite enterré, classement vertical. Placardisé. Et qui a été relayé. Placardisé parce que justement, trop... Il pointait le rapport, puis un autre rapport de l'Académie des sciences politiques et morales pointait la même chose, ils disaient tous les deux la même chose, que l'enseignement des sciences économiques en France au lycée était très orienté politiquement, à gauche. Très biaisé. Très biaisé. Et donc finalement, notre idée, c'est de dire on peut donner un bon sens économique aux enfants sans leur parler de politique. Il y a des choses qui sont de bon sens. Enseigner la loi de l'offre et de la demande, c'est pas politique.
Et c'est un fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Enseigner la valeur du travail, c'est pas politique. Jean de La Fontaine ne faisait pas de politique quand il parlait de ça. En fait, l'idée, c'est de donner ce bon sens économique et logique, c'est-à-dire en l'appuyant aussi sur un bon enseignement des mathématiques et de la logique, pour que les élèves qui arrivent ensuite en seconde, première, terminale, puissent se défendre, j'allais dire, c'est peut-être un peu fort, mais puissent se défendre intellectuellement contre un enseignement qui est très souvent biaisé. Pas toujours, il y a évidemment des exceptions, mais très souvent quand même. Très souvent, et surtout d'avoir plusieurs modes de pensée, plusieurs courants de pensée qui permettent de construire sa propre pensée. Tout à fait. Mais il n'est pas question d'exclure au lycée d'éventuels débats politiques. Au contraire, on peut même encourager les futurs citoyens que sont les élèves à se former à cette discipline que sont les sciences politiques. Simplement, avant d'en arriver là, il faut, nous semble-t-il, avoir un socle solide de raisonnement. Et tout à l'heure, dans la question que vous avez posée à Lisa, on a un peu changé de registre. Nous sommes passés des mécanismes de base qui garantissent que le raisonnement soit robuste et solide à la transmission de notions et de concepts. Pour moi, ce sont deux choses différentes, complémentaires. Et effectivement, on peut très bien expliquer à des enfants, du moins Lisa, je pense, peut en témoigner, ce que c'est qu'un prix, ce que c'est qu'un coût, ce que c'est qu'une marge pour une entreprise, ce qu'est une entreprise, la valeur ajoutée, etc. Ils sont tout à fait capables de comprendre ce genre de notions. Mais je reviens au mécanisme logique. Moi, je me souviens d'un maître qui nous avait alerté sur les limites de l'addition. En disant, on ne peut pas additionner des camions, des tubes de dentifrice et des carottes, parce que ça ne veut rien dire. Alors, sur le moment, j'ai accepté la chose comme étant une évidence, mais ça m'a beaucoup servi plus tard en économie à comprendre le problème de l'agrégation des données. En économie, très souvent, on a des données multiples qu'il faut agréger. Et on ne peut pas simplement les additionner, parce que sinon, on arrive à des choses qui n'ont aucun sens. Un exemple concret pour le PIB, quand on calcule le produit intérieur brut, on a souvent tendance, si on y prend garde, à additionner des carottes, des camions et des tubes de dentifrice. Voilà. Et ça m'est resté. Et c'est quelque chose qui m'a éclairé par la suite lors de mes études d'économie. D'où la nécessité, effectivement, de bien comprendre les notions essentielles. Et c'est passionnant. Quand on vous écoute, c'est passionnant. Les enfants seraient passionnés d'entendre ce genre de choses. Et alors, justement, à vous entendre, je me posais la question, est-ce que c'est parce que, justement, parler de prix, parler d'entreprise, parler d'entrepreneuriat, etc., est-ce que c'est pas une fausse idée de la notion libérale qui ferait peur, justement, peut-être, à l'enseignement, finalement, au ministère de l'Éducation? Ce serait plus tôt. Il serait normal que on va dire, l'enseignement d'une idéologie, qu'elle soit libérale ou de gauche, fasse peur à l'éducation nationale. C'est pas le cas malheureusement pour les idéologies de gauche, mais bon. En l'occurrence, l'instruction publique ne doit pas être idéologisée. Donc, ce que dit Pierre Robert, c'est qu'il faut enseigner la logique et les mécanismes mathématiques de base à l'école. Après, l'enseignement de l'économie aux petits-enfants peut se faire en périscolaire. Alors là, ça peut être, je sais pas, le week-end, pendant les vacances, comme on va au poney ou comme on apprend le piano. Il est bien clair qu'à l'école, on ne doit pas compenser une idéologie de gauche par une idéologie de droite. Bien entendu. Il n'en est pas question. Évidemment. Mais justement, sur les sciences économiques et sociales, apprendre ce que c'est qu'un prix, apprendre ce que c'est que l'offre et la demande, apprendre aussi quels ont été les grands inventeurs, peut-être aussi, finalement, et ce qu'ils ont découvert et qui ont fait avancer. Voilà, c'est de la culture. Ou l'histoire des marques, l'histoire des grands entrepreneurs, l'histoire des marques, tout à fait. C'est motivant. Oui. Et c'est ça, c'est comme on peut avoir des figures historiques, je sais pas quoi, on raconte la vie des rois, la vie des saints, la vie des grands découvreurs, on pourrait raconter la vie des grands inventeurs, on le fait très peu. La vie des grands créateurs d'entreprises. Pourquoi pas la vie d'André Citroën, la vie de Thomas Edison, la vie de Tesla, qui est un des grands inventeurs. Quand je fais lire à mes élèves l'histoire de la croisière jaune, Citroën, ils sont passionnés, mais c'est une histoire d'aventure. La façon dont Citroën met en valeur sa marque en organisant les premiers rallyes automobiles autour du monde, c'est absolument passionnant pour des enfants. En fait, dès qu'il y a des aventures humaines, forcément ça passionne et on est tous plus ou moins, c'est fédérateur. Mais dès qu'il y a une notion d'argent qui rentre en jeu, tout d'un coup, cela peut poser des problèmes pour certains. Est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de dédiaboliser finalement cette notion d'argent pour pouvoir tout simplement parler d'économie de manière simple, pure et dure? Voilà le prix d'une tomate, voilà le prix d'un kilo, voilà un producteur, un consommateur.
Il me semble qu'on peut le faire justement sans y injecter d'idéologie. En France, dans la culture française, on a beaucoup de mal avec l'argent, à parler de l'argent. Mais enfin, on peut quand même expliquer de façon simple à des enfants comment se forme un prix. Et sans y mettre d'idéologie. On peut leur expliquer que la formation de ces prix, ça se passe dans le cadre d'une économie qui est la nôtre, qui, qu'on le veuille ou non, est une économie de marché, qui certes a ses limites, mais qui quand même a montré qu'elle fonctionnait mieux que l'économie de type soviétique, où les prix étaient décidés d'en haut par le Gosplan. Non, mais surtout à l'heure où on parle que de ça, l'inflation. Enfin, que de ça. Malheureusement, on parle de pandémie, on parle de guerre, on parle de beaucoup de choses, mais on parle d'inflation. C'est quand même un mot qui revient dans toutes les bouches aujourd'hui. Donc, forcément, les parents, avec les élèves, avec leurs enfants, avec leurs professeurs, c'est un mot qui revient. Parler d'inflation, est-ce que les enfants, selon vous, ils sont sensibles? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? Est-ce que, justement, là, ce ne serait pas utile avec les professeurs des écoles? Bien sûr, d'autant que... De pouvoir en parler. On en a parlé avec Pierre Robert, l'inflation est elle-même victime de cette confusion entre... Enfin, le concept d'inflation est victime de cette confusion entre corrélation et causalité. Elle est mal expliquée aux Français. Ah ben, c'est le moment de le faire. Expliquez-nous. Je vais laisser la parole aux professionnels. Pierre Robert, expliquez-nous. En quelques mots, c'est pas facile, mais qu'on puisse comprendre, c'est le moment ou jamais. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est la hausse des prix. Et ça se mesure par un indice des prix, ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Donc en ce moment, il est certain que l'indice des prix à la consommation suit un rythme d'augmentation assez soutenu qui est de l'ordre de 6% par an. Donc on a essayé de l'atténuer par différents dispositifs, des chèques énergie, des chèques alimentation, enfin toutes sortes de dispositifs qui sont en fait interventionnistes pour essayer de freiner ce qu'on peut comprendre, essayer de freiner le mouvement. Mais l'inflation, à quoi est-elle due? Il y a des raisons objectives derrière. Il y a le fait que l'épidémie de Covid-19 a complètement désorganisé les chaînes de production. Il y a le fait que les prix de l'énergie ont littéralement explosé avec la guerre en Ukraine. Et des matières premières de manière générale. Et des matières premières de manière générale. Bon, ça, c'est une première piste d'explication. Elle est factuelle, il faut en tenir compte. Et là-dessus peuvent se greffer d'autres analyses. Dès lors qu'il y a l'inflation, eh bien, les syndicats vont demander des augmentations de salaire, ce qui risque de mettre en route, je dis que ça risque, c'est pas automatique, mais ça risque de mettre en route une espèce de mécanisme infernal où les salaires augmentent, donc les prix augmentent, donc les salaires augmentent, donc les prix augmentent, puisque les salaires entrent pour une partie très importante dans les coûts. Alors on peut aussi dire, mais c'est de la faute des entreprises, parce qu'elles profitent de l'occasion pour augmenter leurs prix. Et on voyait récemment dans un grand quotidien du soir, en gros titre, pourquoi les entreprises finalement s'en mettent plein les poches à cause de la crise ou grâce à la crise. Oui. Bon, alors à l'intérieur de l'article, c'était quand même beaucoup plus nuancé. On expliquait bien que c'était en fait une sorte de rattrapage par rapport à la période antérieure où les entreprises avaient quand même beaucoup perdu pour ce qui est de leur marge. Bon, on voit bien qu'il y a un débat politique et que tout de suite là on rentre dans un conflit, dans un affrontement. Alors, qu'est-ce qu'on peut expliquer là-dessus aux enfants? Je pense qu'on peut partir de la base. Comment se forme un prix? Une offre, une demande. Bon, à partir du moment où la demande augmente, l'offre restant fixe, les prix vont augmenter. Et puis, qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre? Si, pour produire, les coûts de production augmentent, il va bien falloir les répercuter d'une manière ou d'une autre. Et puis là-dessus, on va greffer les comportements opportunistes. Il y a les méchants de la pièce. Alors, on peut les voir du côté des entreprises, mais on peut aussi considérer, et là, c'est pas des méchants, mais que les gens défendent leur pouvoir d'achat. En fait, comprendre l'économie, c'est comprendre le monde dans lequel on le vit, tout simplement. Oui. Qu'on ait 8 ans ou qu'on en ait 20 ou 60. Je crois, peut-être... Oui, absolument. Je crois que l'économie, c'est l'étude de la rareté. C'est né de l'idée que, mais c'est pour ça que la loi de l'offre et de la demande est très intéressante à étudier, c'est que voilà, la fixation des prix, les mécanismes économiques qui nous entourent sont liés à la rareté. On cherchait tout à l'heure un exemple de syllogisme. Ce qui est rare est cher. N'importe quoi, le pétrole ou le gaz en ce moment est plus rare, donc le pétrole ou le gaz augmente, enfin le prix du pétrole ou du gaz augmente. Ça, c'est un syllogisme. Et l'étude de l'économie, ça permet évidemment de s'intéresser, on va dire, aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Ça permet aussi de faire de l'histoire. Ça permet aussi de s'intéresser aux autres pays.
On n'est pas tout seul. Aujourd'hui, l'économie est mondiale. On échange avec le monde entier. Ça permet... C'est ce que vous dites, en fait. Ça permet de s'intéresser au monde qui nous entoure, mais vraiment à tout le monde. Hein. On peut pas étudier l'économie si on ne s'intéresse pas aux autres pays, si on ne s'intéresse pas à l'histoire de son pays, du monde entier. Donc, vraiment, c'est passionnant pour les enfants. Et les enfants, je le crois, en tout cas les petits-enfants, moi, ceux que j'ai en classe, ont une âme d'entrepreneur. Moi, j'ai eu des exemples en classe. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter ça, mais un jour, j'ai découvert que dans ma classe, il y avait un élève qui avait organisé le commerce de patrons de polyèdres. On étudiait les polyèdres et je n'avais pas fait attention, mais moi, j'ai été convoquée par la directrice qui m'a reproché de laisser circuler de l'argent dans ma classe. Je n'avais rien vu, hein. Parce que voilà, il avait organisé, j'avais laissé des fiches Bristol dans la classe en leur disant si ça vous intéresse, si les polyèdres vous intéressent, fabriquez donc des icosahèdres, des pyramides, enfin, en me disant ça va leur apprendre des choses. Il adorait tellement ça qu'il a commencé à en fabriquer plusieurs dizaines, voilà. Et puis les autres ont trouvé ça très joli, c'était des fiches de Bristol de couleur. Donc ils ont commencé à lui dire, bon alors, si je te donne un bonbon, tu me donnes ton patron d'icosaèdre. Ah non, je préférerais 1 €, bon très bien. Et en fait, toute l'école achetait les patrons d'icosaèdre de mon Donc il a fait un commerce. Axel. Spontanément. Un marché est apparu. Oui. Et là où c'est très drôle, c'est que quand j'ai pris la classe, j'ai expliqué à tout le monde qu'il n'était pas possible qu'il y ait de l'argent qui circule dans la classe et que je m'étais fait tancer par la directrice à cause de lui. Et là, il s'est insurgé en disant mais c'est pas juste parce que en fait Henri fait la même chose que moi. Et en fait, il y avait déjà un concurrent. Toute une petite économie s'était mise en place en quelques jours, en une semaine. Ils aiment ça. C'est normal, c'est de l'échange, c'est normal. Alors on le disait, parler économie, c'est aussi parler argent. Et c'est vrai que vous disiez, Pierre-Robert, les Français ont un peu de mal avec l'argent. D'ailleurs, votre titre de livre, Fâché comme un Français avec l'économie, paru chez édition Larousse. Pourquoi comme un Français ? Qu'est-ce qui se passe avec les Français ? On a quoi avec l'économie ? Oui, il y a quand même des particularités françaises. Bon, il y a des phénomènes dont je traite dans le livre qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Mais chez nous, c'est plus accentué. Il y a vraiment un rejet très fort de l'économie de marché. Et qu'on le veuille ou non, c'est bien le cas dans lequel nous vivons. Ce rejet est plus fort en France qu'ailleurs, que chez nos voisins. Et ça vient de loin. Ça vient de notre histoire. La France est un pays de tradition catholique. Ouais. Le prêt à intérêt a été très très longtemps condamné par l'Église, notamment par Thomas d'Aquin. L'argent ne fait pas de petit. Notre histoire elle-même a été parfois très perturbée par des événements financiers gravissimes, la faillite du système de l'AS, les assignats. Le 19e siècle a été une période très difficile pour la classe ouvrière, avec des rapports sociaux très, très conflictuels, et ça a laissé des traces. Donc, qu'il s'agisse de notre histoire ou des grands courants idéologiques et spirituels qui ont traversé notre société, il en ressort, dans le cas de la France, des particularités. Au XIXe siècle, dans le contexte que je décrivais tout à l'heure, il y a eu une très forte influence de la pensée marxiste et socialiste. Beaucoup de Français sont inconsciemment marqués par cette pensée et sont persuadés que l'économie, c'est un jeu à somme nulle. Ce que je gagne, tu le perds. Ce que je perds, tu le gagnes. Voilà. Et ça, c'est une vision catastrophique. D'abord, c'est une forme d'insulte à l'intelligence. Dans un pays en croissance, le gâteau augmente de taille, et donc on peut faire des parts plus grosses. Alors évidemment, c'est là que la politique intervient. On peut discuter sur la manière dont le gain supplémentaire va être réparti. Si je peux me permettre, oui, une dernière question. Oui. Ajouter qu'il y a chez les Français, et ça date sans doute de la Révolution, une espèce de romantisme, justement un romantisme révolutionnaire et un culte de l'égalité. Finalement, dans notre devise, on a liberté, égalité, fraternité. On parle beaucoup d'égalité. On ne parle pas beaucoup de liberté. Et ce romantisme révolutionnaire fait qu'on a des gamins qui descendent dans la rue à 18 ans pour dire la retraite, on s'en fout, on ne veut pas bosser du tout. Oui, sauf que ça ne va pas être possible, puisqu'il va bien falloir à un moment, justement, créer de la valeur ajoutée, faire grossir le gâteau. Parce que se partager rien, c'est pas rigolo. Et avec cette méfiance fondamentale envers le capitalisme, gros mot, c'est un gros mot.
je résiste pas je ne sais pas si c'est un plaisir, mais à l'envie Je vous en prie. Allez-y, on terminera là-dessus. De vous donner les grandes lignes du programme d'économie des élèves de l'école centrale de Lyon. Donc, ce sont des ingénieurs. Ils n'ont jamais eu vraiment de cours très structurés d'économie, mais il y en a un pendant leur scolarité. Allez-y, on n'a que quelques secondes. Eh bien, objectif de la formation, comprendre le monde économique contemporain comme un emboîtement de crises, avec 3 parties. Crise du capitalisme, crise des marchés, crise de la mondialisation et des inégalités, crise planétaire des écosystèmes. Bon, voilà comment on présente l'économie à de futurs ingénieurs. Crise, crise, crise. Peut-être que c'est une façon de les motiver. Pas pour devenir entrepreneur, en tout cas. C'est ça, exactement. Merci en tout cas d'être venus sur ce plateau, tous les deux, Lisa Kameniarczyk, enseignante et chroniqueuse, ainsi que Pierre Robert, économiste. Je vous conseille donc la tribune qui est donc parue Figaro, qui s'intitule « Et si on apprenait l'économie à l'école ?» Je vous conseille de la lire, car on y apprend plein de choses, et notamment peut-être repenser effectivement les programmes scolaires pour y injecter l'économie beaucoup plus jeune. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Merci pour votre accueil. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Gabriel Massé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gabriel, vous êtes fondateur et dirigeant du studio Biloba. Vous venez nous parler aujourd'hui de la série de podcasts qui s'appelle Bac de philo, qui permet de réviser la philo grâce au cinéma. Je trouve l'idée vraiment super chouette. Racontez-nous la genèse du projet. C'est un peu notre actualité du moment. En fait, de base, on construit beaucoup de contenus qui sont à destination des scolaires. Et il se trouve que beaucoup nous ont demandé un podcast pour réviser le bac de philo dans un délai très court. Souvent, enfin, ça fait 2 ans, le projet est né il y a 2 ans, et on nous l'a demandé la semaine qui précédait l'examen du bac de philo. Donc on s'est dit, bon, ce sera pour l'année prochaine. Finalement, on a mis 2 ans à le faire, puisqu'on a travaillé du coup avec un professeur, et on a cherché surtout un angle d'attaque pour permettre aux jeunes de se concentrer. Les notions philosophiques, finalement, elles sont pas si simples à résumer, à condenser dans des audios assez courts, 5 à 10 minutes. Donc on a utilisé le cinéma comme porte d'entrée, comme moyen de relancer, de reconcentrer les lycéens. Et donc pour chaque épisode, il y a un film, et c'est ce film qui va être en fait le prétexte pour aborder une notion. Et donc les notions, c'est l'art, le temps, le travail, la technique, la liberté, le bonheur, etc. Justement, comme le film Into the Wild, on va écouter un extrait pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'est le podcast donc Bac de philo. Bonjour à tous. Dites, est-ce que ce serait pas tout simplement ça, la définition du bonheur ? Être dans la nature, écouter le chant des oiseaux, se laisser caresser par le vent, prendre le temps.
Bon, je vous laisse y penser, puisque c'est vrai que nous avons tous notre propre définition du bonheur. Alors on va en parler dans cet épisode, et comme d'habitude, je vous propose de commencer par évoquer un film que vous pourrez placer dans votre copie le jour du bac. Bac de philo, révision express. Alors évidemment, là, c'est le début du podcast. L'essentiel est à venir. On ne l'a pas divulgaché. Il faut justement aller l'écouter, ce podcast. Mais pourquoi avoir choisi, en l'occurrence là, l'association Into the Wild et le bonheur ? Alors c'est le prof de philo qui écrit, qui choisit. Pourquoi ce film ? Parce que ce film questionne sur la notion du bonheur. Il y a des extraits qui sont très intéressants et qui sont donc des très courts extraits qui sont diffusés dans l'épisode. Et puis disons qu'à chaque fois, c'est quand même intéressant quand on étudie un sujet aussi complexe, aussi large, qui mériterait des heures de discussion, de pas simplement s'appuyer sur des concepts ou des philosophes qui parfois nous paraissent assez obscurs. Là, c'est très concret. La plupart des gens, d'ailleurs, ils ont parfois vu le film, ils en ont entendu parler. D'ailleurs, parfois aussi, ils peuvent avoir envie d'aller le voir suite à l'écoute de cet épisode. Ils pourront éventuellement l'utiliser dans une copie, parce que si le thème, c'est le bonheur, ceci, ils pourront en fait se remémorer ce qu'ils ont entendu, même sans forcément avoir vu le film. Les quelques extraits pourront leur donner des pistes et ils pourront évoquer ce film et utiliser donc les exemples pour aller plus loin et en fait pour aborder des sous-thèmes et développer éventuellement des parties de leur argumentation. Faire référence à des films de cinéma, ça se fait beaucoup maintenant lors des copies, lors du bac de philo ? Exactement, ça se faisait déjà à l'époque où j'ai passé le bac, on nous le recommandait. Alors généralement, il y a le film Matrix qui est un petit peu la référence, on peut le citer dans une copie sur deux, dans un thème sur deux, parce que voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questionnements philosophiques dans ce film et beaucoup qui rejoignent les programmes. Lesquels, par exemple ? Pour Matrix, alors je crois qu'on l'a fait pour la vérité, mais ça pourrait aussi être utilisé pour la liberté, ça pourrait en fait être utilisé pour un certain nombre de sujets, parce que il y a beaucoup de questionnements sur le réel, puisqu'à la fois ils sont dans un monde qui paraît réel, mais en réalité tout est numérique, le réel n'est qu'illusion, donc voilà, ça questionne beaucoup de choses. Je crois il me semble pour notre podcast que c'est le sujet sur la vérité pour lequel on a choisi le film Matrix, mais voilà, déjà à l'époque, je me rappelle, mon prof de philo m'avait dit vous pouvez en tout cas utiliser ce film dans votre copie, vous pouvez le citer. Là, on a décidé de le faire pour chaque thème. Donc il y a un film par thème et j'espère que ça pourra inspirer les lycéens. Il est recommandé évidemment de citer quelques philosophes. Dans vos podcasts, vous reprenez évidemment des citations de grands philosophes, j'imagine. Et évidemment, parce qu'on aborde toujours le sujet par un film. En fait, on va établir une problématique en racontant le film et en expliquant pourquoi est-ce que ce film est lié au sujet. Et puis ensuite, on va tirer le fil et on va dérouler, on va définir le thème, on va entrer dans la notion. Et là, effectivement, on va parler des grands philosophes qui ont traité ce sujet, en tout cas qu'il faut connaître quand on aborde cette notion. Et puis, on va essayer d'ouvrir, de dérouler le sujet, puis de l'ouvrir sur éventuellement une autre question et une question qui pourrait éventuellement être un des sujets du bac, et en expliquant pourquoi est-ce que le lycéen a eu dans cet épisode des pistes pour répondre à tel ou tel sujet. L'art, évidemment, est toujours une porte vers, effectivement, les grands sujets qui s'ouvrent, souvent les sujets, en fait, de la vie, du quotidien, et évidemment, les sujets de philo de manière générale. Alors, il y a l'art, les tableaux, il y a l'art par la sculpture, mais le cinéma, effectivement, c'est assez innovant. C'est une façon aussi de pouvoir intéresser les plus jeunes qui sont un peu réfractaires à cette matière qui, pourtant, devrait plaire à tous. Complètement. En fait, on utilise depuis le début, depuis nos premiers podcasts. En fait, le premier podcast créé au sein du studio, c'est moi qui l'ai créé simplement pour le plaisir à la base. Et l'idée, c'était de donner des sujets de culture générale, notamment d'ailleurs aux étudiants lycéens qui préparent des concours de culture générale, de donner des notions, d'aborder des sujets. Mais je me suis tout de suite demandé comment faire pour les intéresser, et j'ai utilisé le cinéma et les séries pour rebondir, pour avoir des références culturelles. Et utiliser ces références pour maintenir l'attention tout au long des épisodes. Et en fait, donc au fur et à mesure des nouveaux projets, des nouveaux podcasts, des centaines d'épisodes qu'on a produits, en fait, on s'est rendu compte que le cinéma était une formidable porte d'entrée. C'est pas la seule.
La musique en est une autre, et une autre assez facile d'accès. On utilise aussi parfois des très courts extraits de musique ou très populaires, très connues, ou peut-être plus anciennes, mais qui vont éventuellement questionner ou qui vont permettre d'entrer dans des sujets. Mais en effet, le cinéma, c'est quand même aujourd'hui l'art, le format qui est le plus facile pour traiter un très très grand nombre de sujets, et puis pour intéresser, sachant que c'est quand même assez simple d'aller regarder le film quand on a été intéressé, ou on s'est dit tiens, ce sujet il m'a vraiment intéressé, les extraits du film m'ont donné envie d'en savoir plus, mais finalement aller voir le film c'est pas très compliqué, alors que si on s'appuyait sur la littérature, on a d'autres podcasts littérature, hein, mais c'est souvent quand même beaucoup plus complexe d'aller se plonger dans une œuvre de Balzac, c'est moins accessible, ça prend plus de temps. Donc nous, l'idée aussi avec le cinéma, et particulièrement pour ce projet Bac de Philo, c'est vraiment de s'adresser à tous et d'ouvrir une porte par laquelle tout le monde puisse passer. Voilà. Oui, c'est ça, tout le monde puisse entrer. Alors vous disiez que vous travaillez justement avec un professeur de philosophie qui peut vous aider à choisir effectivement les thématiques abordées, les sujets, à peut-être aussi joindre les films en question, enfin adjoindre plutôt les films en question. Avec qui vous travaillez? Comment ça s'est fait? Sur combien de temps? Quelles ont été toutes les thématiques finalement abordées? Alors on a mis beaucoup de temps, ça a été assez long parce que en fait c'est très compliqué pour un professeur de philo de passer d'heures d'explication à 5 minutes dans un épisode. Donc celui avec lequel on travaille, Albéric Degas, ça a été vraiment très très compliqué pour lui. On a beaucoup travaillé ensemble pendant une année, en fait, depuis qu'on a vraiment relancé le projet l'année dernière. On espérait le sortir l'année dernière, mais on s'est rendu compte que c'était impossible. Et on a beaucoup travaillé à condenser, à rendre très accessible. Et donc ça, c'est aussi notre savoir-faire au sein du studio. Et puis on a aussi du coup, dans ce cadre-là, travaillé avec l'animateur-présentateur que vous connaissez bien, Loïc Landreau, qui est la voix de ce podcast, qui lui aussi nous apporte son talent pour rendre encore plus accessible, encore plus oral, encore plus audio, encore plus vivant les textes, parce que c'est forcément assez compliqué pour quelqu'un qui est habitué à écrire des longues dissertations, des thèses, etc., de ramener ces sujets-là qui lui paraissent extrêmement denses dans des épisodes de 5 à 10 minutes. Mais c'était un gros challenge. J'ai l'impression qu'on a plutôt bien réussi avec Bac de Philo. Et oui, Loïc Landreau, qu'on salue évidemment et qui travaille aussi sur School TV avec nous. Alors justement, pour pouvoir rendre ces podcasts effectivement à la fois, alors non, j'allais dire digeste, c'est pas le bon mot parce que évidemment qu'ils sont digestes, mais en tout cas pour pouvoir rendre accessible la philosophie à ceux qui ont du mal justement à pouvoir la comprendre, l'interpréter et surtout la mettre sur papier, parce que c'est aussi ça, vous le disiez, 5 minutes de concision et en même temps des concepts très forts, très marqués, qui devraient s'apprendre à mon sens dès le plus jeune âge. Eh bien il faut pouvoir le rendre sur une copie et sur un... combien dure l'examen de philo? C'est quoi? C'est 3 heures, 4 heures, je ne sais plus. Je crois que vous avez 4 heures, donc ça doit être 4 heures. Donc vous avez 4 heures de philosophie contre 5 minutes. Mais l'audio permet justement d'avoir les grandes idées et donc les grandes étapes finalement d'une composition de philo. En fait, c'est tout à fait ça. C'est aussi l'intérêt de passer par le cinéma. C'est possible de lire. Il y a des anabacs où la notion est résumée en 2 pages. Disons que c'est possible de ramener tout à 5 minutes, mais si on se contentait de ces 5 minutes, ça suffirait évidemment pas pour remplir la copie. C'est aussi pour ça qu'on ouvre en fait des sujets, on ouvre des questions et on invite l'auditeur à aller plus loin, à se poser des questions, et notamment, par exemple, via les films évoqués, puisque la question généralement qui est sous-tendue par le film, enfin voilà, que le film nous pose, en fait l'auditeur peut continuer de se poser cette question, de se dire si j'étais à la place du héros du film, comment est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait tel ou tel choix? Parce que généralement c'est toujours des problèmes, les thématiques, par exemple la thématique du devoir, qui est le premier épisode qu'on a sorti, Tu ne tueras point, avec le soldat qui ne veut pas tenir d'armes parce que dans sa morale, alors, je suis pas philosophe, mais si je vous le résume, dans sa morale, voilà, il considère que tenir une arme pour tuer, c'est quelque chose qui n'est pas bon, et il veut tout de même s'engager pour faire son devoir, parce qu'il considère que son devoir en tant que patriote, c'est de s'engager pour soutenir son pays dans l'effort de guerre, et donc il est un petit peu confronté à ce problème qui se pose à lui. Comment est-ce que je fais mon devoir? Est-ce que mon devoir,
c'est de servir mon pays dans l'armée. Mais en même temps, est-ce que c'est pas contradictoire avec mon devoir moral qui est de ne pas tenir d'armes pour ne pas tuer? Et donc, en fait, bien au-delà des quelques notions et des quelques auteurs qu'on va pouvoir citer dans ces 5 minutes, on va inviter l'auditeur à se poser la question. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce héros? Pour vous, qu'est-ce que c'est le devoir? Est-ce qu'il y en a un qui, voilà, peut-être est plus important que l'autre? Mais alors du coup, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Bref, on ouvre vraiment le sujet et je pense que l'auditeur, quand il termine un épisode, il commence déjà à se poser des questions et c'est ces réponses-là qu'il devra mettre dans sa copie du bac. Oui, ou suis-je le sujet d'une autorité qui m'aurait laissé porter justement une arme et donc ce qu'on peut évidemment confronter entre la France par exemple et les États-Unis. C'est un sujet très actuel aujourd'hui. Donc finalement, suis-je que le pantin d'une autorité qui me permettrait de ou m'interdirait de? Mais bon, bref, on pourrait philosopher effectivement des heures. En tout cas, ce podcast est formidable grâce à vous, Gabriel Massé, effectivement. Peut-être aux philosophes qui vous accompagnent, qu'on peut citer. Albéric Degas, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous accompagne, prof de philo, et puis Loïc, vraiment avec son très grand talent. Et évidemment, Loïc qu'on retrouve dans d'autres podcasts du studio, également le meilleur résumé. Pour ceux qui passent le bac de français, ça peut aussi éventuellement vous servir. Et oui, et qui a un talent de conteur qui est hors pair, j'avoue. Franchement, nous sommes tous fans ici. Bravo en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Et donc, je vous recommande, pour tous ceux qui nous suivent donc, sur School TV, le podcast Bac de philo de Gabriel Massé, en espérant qu'effectivement, il s'appelle Bac de philo aujourd'hui, mais petit à petit, ce sera pour les secondes, les premières, les collégiens et puis même les enfants d'école élémentaire. Et pour nous tous qui sommes sortis du bac depuis longtemps, mais qui ont besoin encore de petits rappels de philo constamment. Merci à vous. Allez, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Et bien, cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils faisaient de leur temps libre. Regardez. Pendant mon temps libre, le mercredi matin, je gym avec ma meilleure copine. Je fais du sport, de la gym et de la danse. Quand je suis pas à l'école, je fais souvent mes activités extrascolaires. Donc c'est de la batterie, de l'orchestre, de l'aviron. Pendant mon temps libre, je fais du sport, je lis des livres ou je suis sur mon téléphone, je regarde des séries, je discute avec mes amis. L'après-midi, je fais mes leçons, je révise mes leçons, je caresse mon chat. Soit je vais faire du shopping, soit je peux aller dans des musées, regarder des expos, etc. Le jeudi soir, je danse avec aussi ma meilleure copine. La plupart du temps, c'est du piano aussi chez moi que j'aime bien faire, apprendre des morceaux. Le week-end aussi, pendant que mon frère dort, je fais des jeux de société ou soit je regarde un film avec papa et maman. Merci les enfants. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est Rachel Legrain-Trapani. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? Tu la vois comment? L'école de demain, du coup, oui, forcément, ils vont intégrer de plus en plus les écrans. Donc, ça serait bien justement d'avoir ces écrans, mais dans le bon sens, quoi. Que ça serve du côté positif. Ça serait comment? Ça va peut-être, je sais pas, peut-être trouver un système. Là, du coup, par exemple. De contrôle sur le. Non, mais qu'ils apprennent avec les écrans, par exemple, mais que ça soit un peu plus. Comment je pourrais dire ça? Plus de cahiers, en fait. Si, moi, ça m'embêterait qu'il n'y ait plus de cahiers. Mais par exemple, je sais que Gianni lui fait faire des cours d'anglais via Internet avec un prof. Et tu as des exercices aussi sur l'ordinateur, il les fait. Par exemple, faire ses devoirs de cette façon-là. Voilà. Et du espèce de continuité de professeur. Et du coup, ça marche super bien. Là, il est content de le faire. Parce que c'est sur l'ordinateur. Toi, tu es très présente sur les réseaux. Est-ce que tu as peur qu'il y ait du harcèlement sur les réseaux envers tes enfants? Et comment est-ce que tu pourrais les protéger ou même protéger d'autres enfants? Quel message tu donnerais? Est-ce que c'est un sujet que tu vas évoquer avec eux ou que tu as déjà même commencé à évoquer puisque... Avec Gianni, oui. Ouais. On évoque le sujet déjà. Puis Gianni est métisse, donc déjà à l'école, il peut recevoir des petites c'est déjà remarques. Oui, bien sûr. Et par rapport à ses cheveux, des choses comme ça. Donc je lui explique que justement, il faut voir ça plutôt comme une force. Et d'avoir une maman connue aussi, ça pas... Ah bah oui, forcément, les enfants... lui disent tout ce que... Et puis c'est pour ça, même moi, j'ai une responsabilité. Je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi parce que je lui répète, il a un âge où on lui répète. Mes enfants... oui, bien sûr.
Par exemple, la dernière fois, il m'a dit non, mais je ne suis plus avec une petite copine parce que je sais qu'elle était avec moi parce que tu étais Miss France. Alors, ça commence déjà par intérêt. Le pauvre. Ouais. Mais du coup... j'ai compris tout de suite. Et est-ce que aussi le fait que tu les montres, lui, il se rend compte de ça aussi? Alors, du coup, moi, avec Gianni, parce que maintenant, il a beaucoup plus conscience, il a conscience de ce que c'est les réseaux. Déjà, maintenant, ce que je trouve génial, c'est que tout ce qui est partenariat rémunéré, c'est qu'il y a un contrat maintenant avec les enfants et qu'eux-mêmes sont... Et là, tu as déjà commencé à mettre pour lui de l'argent de côté? Ah oui. C'est génial. Mais ça marche super bien. Donc, au moins, quand ils ont 18 ans... Il le sait qu'il a déjà de l'argent? Oui. Donc, Gianni et Andrea, quand ils auront 18 ans, ils auront un... Même Andrea? Mais oui. Lui tout petit? Quand il a des placements, au moins, c'est génial. Donc, ils sont en agence de mannequins et ça leur permet d'avoir des contrats. Et en fait, moi, Gianni, déjà, je lui demande s'il veut faire la photo ou la vidéo, si c'est une marque qu'il aime bien. Et quand je poste un truc, je lui montre d'abord, qu'est-ce que t'en penses? Je peux poster, pas poster, et c'est lui qui décide. Et les autres à l'école, ils lui disent parfois, tu fais la promotion de ça ou de ça? Non, après, les autres enfants, ils rêveraient de faire la même chose que Gianni. Et je lui explique que c'est vrai qu'il a beaucoup de chance. On fait des beaux voyages, on a accès à beaucoup de choses. Et... Il n'y a pas de jalousie? Non, je crois pas. Donc du coup, j'espère que ça reste. Très certainement que la suite, c'est que lui aussi aura son Instagram et un peu... il veut monter sa chaîne YouTube. Ça a l'air de très joli. De foot. Mais même, tu sais, YouTube, les youtubeurs, moi, je les connais pas du tout. Une fois, je l'avais amené voir un match et il me dit « Ah, mais c'est... Moi, je me souviens même plus des noms. Il y a des youtubeurs qui ont des chaînes de foot? Oui. Okay. En fait, il parle du match, de ce qui s'est passé. Ah, c'est ça que lui veut faire? Ouais. Non, mais c'est cool. Et du coup, il m'a dit « Maman, je veux une photo. » Alors, je suis allée voir le mec et je lui ai dit « Désolée. » Je savais même pas qui c'était. Mais bon, au moins, il est content. Ça, tu serais pas contre Pas maintenant, mais pourquoi pas. Oui, bon, tout ça est en discussion, quoi. Voilà, c'est ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. L'école, d'abord. Nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, en tout cas, de ce petit moment, de ces Remember. Tous les souvenirs partagés. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, et à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Et c'est aussi pour ça, parce que c'est un sujet qui a trait à la dépendance, que vous dites qu'aucun régime, aucune opération seule ne peut aider. Vous ne dites pas du tout que ça ne peut pas aider, vous dites que seul ça ne peut pas aider. Parce qu'après, y compris vous envoyez parfois des patients qui reviennent pour d'autres pathologies qui sont des pathologies de la dépendance. Absolument. Par exemple, quelqu'un qui va sortir d'une obésité, enfin, qui va, disons, perdre un poids important dans une obésité avec une opération, par exemple, peut tout à fait, s'il n'y a pas de travail d'accompagnement de fait et de compréhension de ce qui était à l'origine de l'obésité, il peut tout à fait passer après, je l'ai vu, achat compulsif en ligne, jeu d'argent, alcool. Heureusement, c'est un peu plus rare parce que l'estomac est quand même n'est plus trop en état de supporter. Mais on va dire que la pulsion qui a été impliquée dans la dépendance à la nourriture, disons la pulsion orale, c'est-à-dire l'excitation de ce trou que nous avons tous, qui est le trou de la bouche, elle peut se déplacer ailleurs. Voilà, elle va changer d'objet. Quand on dit que 25% des cours sont green, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que le curricula du cours, le parcours pédagogique repose sur des matières qui vont nous servir justement à alimenter ces savoirs sur la transition écologique, ou ça veut dire aussi que les cours eux-mêmes sont recyclés? Est-ce que les cours peut-être qui peuvent être donnés à distance sont hébergés dans des serveurs cloud qui sont là aussi éco-responsables ou moins énergivores? On fait attention littéralement à l'ensemble de ces choses-là? Exactement. Alors, c'est deux choses différentes, mais on fait les deux. Alors, sur le contenu, on est parti des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Clairement, on s'est calé dessus. Ensuite, il y a 6 objectifs également définis par la France pour le calendrier 2030. Donc, on est complètement en phase avec l'avenir, en tout cas ce que souhaite le monde, en tout cas pour l'évolution. Donc là, on est dans ce cadre-là. Donc, le contenu des cours, effectivement, il y a une partie qui peut être, entre guillemets, du recyclage. Alors, ça tombe bien, le mot est super bien choisi. Du recyclage de cours, mais qu'on a verdi et qu'on a surtout mis sous un prisme
verts et actuel et environnemental, mais il y a également des cours vraiment 100% environnemental qui peuvent être les développements durables, la transition énergétique, etc. en fonction des cursus, puisque nous sommes une école de commerce, je précise, et c'est volontaire que nous ayons fait une école de commerce et pas une école de développement durable. Je ne sais pas le faire, les écoles de développement durable, donc j'ai laissé ceux qui savent le faire et qui sont ingénieurs le faire. Par contre, moi, j'étais plutôt parti dans une optique de... je vais sortir la grande phrase de Nelson Mandela. Voilà, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je veux changer le monde. Alors, je veux changer le monde, puisqu'en fait, je crée 2 écoles, en réalité. Il y a Écor et Écart, une école de commerce éco-responsable pour les futurs dirigeants, les futurs managers, donc les gens qui vont prendre des décisions. Toucher cadre sup en gros, et Écart, une école d'assistanat éco-responsable, où là on va inculquer les valeurs grâce à l'école et grâce au contenant. Tout à l'heure je parlais de contenu, mais grâce au contenant qui est l'environnement de l'école, auprès d'employés ou de futurs agents de maîtrise. Le but c'est de toucher toutes les franges de la population, parce que je crois que le changement passe par l'individu et non pas par les lois ou par les directives, même si on peut les suivre, mais il faut qu'on soit convaincu individuellement. Vous êtes enseignante, mais quelle démarche avez-vous dû faire pour vos filles concernant leur scolarité avant de partir ? Alors, vu que la loi a changé, on n'en a pas fait, puisque récemment, l'instruction à domicile, la loi a changé. Avant, il fallait demander l'autorisation. Maintenant, c'est plus le cas, parce que l'éducation nationale considère qu'à partir du moment où on est à l'étranger, on ne fait plus partie du coup de la loi de l'instruction à domicile. Donc on a juste prévenu les futures écoles des filles qu'on partait à l'étranger, et pour savoir notamment pour les inscriptions au collège, parce qu'Olivia rentre au collège quand on va rentrer, comment on devait procéder, et on est parti tout simplement. Est-ce que vous conversez avec d'autres parents qui font le tour du monde, ou avec d'autres parents qui hésitent justement à faire le tour du monde et qui sont peut-être inquiets, qui appréhendent peut-être un peu cette partie scolarité ? Alors tout dépend de l'âge des enfants en fait. Tout dépend de l'âge des enfants. On a aussi fait le choix, vu que je suis enseignante, je connais un peu les programmes, de partir sur les années les plus faciles pour les filles, puisque c'est 2 années de révision, le CE2 et le CM2. Donc c'était le plus simple. Après, il y a Internet, il y a le CNED, il y a plein de solutions. Hein. Il faut pas se brider, il ne faut pas avoir peur, et il faut se lancer. Sur ce volet éducation, Franck, vous participez ? Vous partagez les tâches, du coup ? Oui. Alors, pour l'enseignement, alors Delphine, on va dire qu'elle a conçu toute la feuille de route, parce qu'elle connaît ça parfaitement. Et puis, on prend chacun une fille sur des temps alloués, et on fait du travail suivant cette feuille de route aussi, et puis des petites choses aussi spécifiquement de temps en temps pour travailler plus particulièrement sur certains aspects. Est-ce que selon les pays, justement, vous adaptez aussi votre programme suivant, je ne sais pas, les différents sites, les différents lieux, différents musées, pourquoi pas aussi, ou expositions que vous découvrez ? Oui, il y a des pays où on a beaucoup moins le temps de faire l'école traditionnelle et classique. Les pays, là, typiquement, quand on se fait les journées sur les temples d'Angkor, on fait pas d'école, mais quelque part, on en fait, puisqu'elles apprennent plein de choses. Donc voilà, ça dépend des pays. Au début, on s'était dit qu'il fallait qu'on suive un rythme, mais en fait, le rythme il est intenable parce que chaque jour est différent. Donc c'est très compliqué de suivre un rythme, donc on s'adapte. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de faire l'école à peu près n'importe où. Hein. On l'a déjà fait sur la plage, sur un banc, dans une gare, en van, dans un aéroport, voilà, partout. Parce que j'en ai pas encore parlé dans la quotidienne de Kwakubé, alors que cette nouvelle expression fait fureur chez les jeunes. Elle a déjà fait le tour de notre rédaction. On l'emploie à toutes les sauces. Alors pour ceux qui sèchent quand même, qui savent pas ce que ça veut dire Kwakubé. Merci Emma. En fait, on dit une phrase qui n'a pas grand sens pour que l'autre fasse. Quoi Kwakubé. D'accord, et là je me suis fait avoir en fait. C'est l'équivalent pour les plus jeunes de casser. Exactement. C'est ça. Un peu ça.
Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Aujourd'hui même. Bien parce que depuis, l'expression a largement pu atteindre les salles de classe, vous en doutez, et les profs ont dû s'adapter. Ça donne des situations assez drôles, par exemple avec ce professeur qui raconte « Cette semaine, j'ai eu le quacoubet de trop ». Intéressant, Timéo, je ne connaissais pas ce verbe. J'aimerais que tu me le conjugues à tous les temps pour la prochaine fois. Et l'élève répond « Hein, mais ça veut rien dire, c'est pas un verbe. » Et le prof « Bien sûr que si, quacoubé, premier groupe, je quacoupe, vous quacoubez. Allez, je le veux à tous les temps, à tous les modes. » Même subjonctif, tout ça ? Mais oui, que je quacoubasse, que juste quacoubé, je veux tout. Et bien depuis, les camarades de Timéo ont été solidaires puisqu'ils ont demandé au prof s'il pouvait les réciter devant toute la classe. Et morale de l'histoire, le prof n'a plus un seul quacoubé. Cette croissance fulgurante, vous l'avez connue vous-même, Dorit, puisque vous êtes passé en un an, vraiment 365 jours, de 0 à 38 millions de vues sur LinkedIn. Comment est-ce possible ? Écoutez, un tour de magie, non. Non, c'est du travail, c'est une stratégie, et c'est ce que j'explique vraiment sans rétention d'informations dans le livre, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai une conviction forte, c'est que LinkedIn, c'est pour tout le monde. Vraiment, tout le monde a sa place dessus. Moi, comme vous le disiez si bien, je suis arrivée sur LinkedIn, j'étais chercheuse d'emploi, c'était ma dernière chance. Je suis passée par tous les job boards possibles et imaginables, je suis passée par Indeed, Pôle emploi, Monster, etc. Et ça donnait rien. Mail de refus automatique sur mail de refus automatique. Et finalement, je me suis dit, c'est ma dernière chance, allons-y, on va voir. J'observe un peu comment font les autres, etc. Mais je me fais ma propre vision authentique et ma propre pratique authentique, surtout, c'est très important. Ouais. Donc, on commence étape par étape. C'est ce que j'explique dans le livre, très important, ne pas brûler les étapes. On commence par optimiser son profil. Ouais. Donc, on optimise la bannière, on en parlait en off, la bannière, le titre, le résumé. On explique de façon très claire ce qu'on fait, ses compétences. Si on a des preuves sociales, si on a des accomplissements, du coup, on les met. Ensuite, seulement, pas de création de contenu pour le moment. Ensuite seulement, on va s'intéresser un petit peu à ce que font les autres, on commente, etc. Salut par message privé, j'aime bien ce que tu fais, etc. Merci et tout. Et le jour où on va créer du contenu, il y aura un effet humain très puissant de reconnaissance qui va faire que du coup, les gens ils vont voir votre post et ils vont dire elle, ça fait un moment en fait qu'elle m'envoie des messages pour me remercier de mon contenu, qu'elle commente sous mes posts, qu'elle like, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on se crée une notoriété, qu'on se crée une visibilité, qu'on augmente son réseau, qu'on devient visible des employeurs, qu'on attire des entreprises, c'est étape par étape. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Toujours canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Maquillage, Colline Hamel et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.